5 conseils pour un premier voyage au Japon en 2024. C'est parti. Je viens de rentrer d'un mois du Japon où j'étais allé en avril 2024. Alors j'y suis allé spécifiquement début avril pour la période des cerisiers, donc des cherry blossom qui étaient en fleurs. Et c'était magnifique, une super belle expérience. Le Japon, ça a toujours été mon voyage de rêve. Et la période de l'année est quand même très importante. Donc fin mars, début avril, c'est les cerisiers qui sont en fleurs. C'est quand même par contre la période où il y a le plus de monde au Japon. Le premier point serait les transports. Comment se transporter au Japon? Souvent, ce que vous allez lire sur Internet ou ce que le monde va vous dire, c'est de prendre le JR Pass, qui est la carte qui permet de pouvoir prendre le train d'une façon illimitée pour certains nombres de temps. Donc, que ce soit vous aurez des forfaits de 2 semaines, 3 semaines, peut-être un mois, je sais. J'ai trouvé que ça ne valait pas vraiment la peine, dépendamment des endroits que vous allez visiter. Dans mon mois où j'ai fait le voyage au Japon, j'ai fait Tokyo, Kyoto, Osaka, Nara, Hiroshima. Et malgré ces 5 villes que j'ai visitées, c'était plus avantageux pour moi de simplement payer les tarifs normaux à chaque fois que je voulais prendre le train, plutôt que de prendre le JR Pass. Donc si c'est seulement les 4 ou 5 villes que vous voulez faire pour un premier voyage, je vous déconseille de prendre le JR Pass parce que il serait un peu trop cher et ne vaudrait pas la peine parce qu'il est limité dans le temps. Il y a plusieurs outils sur Internet qui vous permettent de voir combien coûterait le JR Pass en fonction des villes que vous voulez visiter. Des sortes de calculateurs et je vous conseille fortement de faire ça avant de faire votre premier voyage au Japon. Mais en mon expérience, prendre le JR Pass ne valait pas la peine. Il y a aussi une autre chose qui est très importante, ce serait les cartes Suica et Pasmo Passport. Donc moi, je suis arrivé, j'ai pris une carte Pasmo Passport sur place. J'ai dû faire la queue à l'aéroport pour l'avoir. Mais honnêtement, ce que j'ai trouvé qui valait le plus la peine vraiment, si vous avez un iPhone, et ça marche apparemment uniquement que sur les iPhones, c'est d'avoir la carte Suica sur téléphone, dans le wallet. Et franchement, ça simplifie toute la vie. On peut rajouter le nombre d'argent qu'on veut dessus. On n'a qu'à taper notre téléphone à chaque passage. C'est vraiment simple et efficace et ça marche très bien. Si vous comptez rester à Tokyo quand même assez de temps, donc au moins 1 ou 2 semaines, je peux vous conseiller plusieurs quartiers. Le quartier que tout le monde préfère, selon la plupart des jeunes que j'ai côtoyés, c'est Shibuya. C'est le quartier qui bouge le plus et surtout la nuit. C'est là où il y a le plus de nightlife à Tokyo. Personnellement, je l'ai trouvé cool comme quartier, cool à faire 1, 2, 3 fois, mais j'ai bien préféré le quartier de Shinjuku, qui pour moi non seulement bougeait la nuit, mais bougeait aussi la journée. Il y a énormément de monde, c'est beaucoup plus grand, il y a des couleurs de partout, des lumières de partout, il y a de la très bonne nourriture. Franchement, j'ai trouvé que c'était pour moi le quartier où il y a le plus de choses et le plus de diversité. On peut vraiment trouver de tout à Shinjuku. Évidemment, il y a aussi Akihabara, où la plupart des touristes vont. Par contre, il y a énormément de Français qui sont à la recherche de mangas ou de figurines. Ils vont tous se retrouver là-bas. Le quartier d'Asakusa est très sympa aussi. Moins de touristes, mais quand même assez touristique. Et un quartier un peu moins connu, mais quand même qui vaut vraiment la peine d'être visité, c'est Ikebukuro, que j'ai vraiment aimé. Il est un peu moins connu parce qu'il est un tout petit peu plus loin, un tout petit peu plus excentré du centre, mais très sympa, qui englobe aussi vraiment tout ce qu'on peut tout trouver là-bas en fait. En 2, on a l'hébergement. L'hébergement au Japon, c'est quelque chose quand même. On a beaucoup d'options, que ce soit du Airbnb, des hôtels, des auberges, des capsules. Alors moi, dans mon mois, j'ai fait pas mal d'auberges et de capsules. Bizarrement, je m'attendais à ce que ce soit vraiment pas cher. Ce n'était pas le cas. Ce n'est pas forcément donné les auberges et les capsules, dépendamment de quel quartier vous allez rester. Moi, j'ai quand même décidé de rester dans des quartiers proches du centre. Donc, je suis resté à Shinjuku, qui est vraiment pour moi le meilleur quartier et très proche de pas mal tout. Je suis resté à Ueno aussi, qui est un quartier un peu plus moins touristique, disons, beaucoup plus calme, beaucoup plus traditionnel comme quartier. Ça m'a coûté un peu moins cher, donc, mais quand même pas aussi cheap que ça. Une chose qui m'a énormément choqué, et je ne m'attendais pas à ça, c'est que je n'ai fait aucune rencontre. Les auberges, pour moi, le but des auberges, c'est de rencontrer du monde, rencontrer des touristes qui voyagent. Je n'en ai fait aucune. Contre mes attentes, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de Japonais et donc des locaux qui restaient dans les auberges et notamment dans les capsules. Mais en fait, parce que souvent, ces Japonais, ça peut être des Japonais qui sont touristes d'autres villes japonaises, ça peut être aussi des Japonais qui sont, entre guillemets, rejetés par leur propre famille, qui n'aiment pas vraiment rester à la maison, donc ils vont prendre des auberges, des capsules, des trucs pas chers pour passer la nuit. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sortent de soirée, qui vont aux auberges ou en capsule pour dormir uniquement parce qu'ils sont bourrés et qu'ils peuvent pas forcément rentrer à la maison. J'ai connu ça, je ne m'y attendais pas du tout. Et en général, les hôtels au Japon, c'est quand même assez cher. C'est la partie qui m'a coûté le plus cher de mon voyage, je dirais, donc tout ce qui est hébergement. C'est pour ça que j'ai priorisé pas mal les auberges et les capsules. C'était moins cher, mais c'était quand même pas donné, malgré le fait que je partageais la chambre avec 10 ou 20 personnes. Troisième point, la nourriture. C'est pas mal le point pour lequel au moins la moitié du monde va au Japon. La nourriture, c'est vraiment quelque chose de spécial au Japon. Je ne suis pas personnellement un grand fan de seafood, donc de fruits de mer, mais malgré ça, j'ai trouvé que tout ce que je mangeais, n'importe quoi, était frais. Et ça, c'est vraiment le point qui m'a vraiment marqué.
tout était frais. Même le simple riz dans des sushis qui sont pas forcément de meilleure qualité au Japon sont excellents. Donc même des sushis basiques sont vraiment bons juste à cause de la qualité du produit qui est frais. Une recommandation de ma part, tout le monde va vous dire n'utilisez pas Google Maps, faut aller trouver des restaurants écrits en japonais. Pour moi, Google Maps a très bien fonctionné. J'ai pu même skipper plein de restaurants qui avaient des queues. Je suis allé dans des restaurants très très bons, voire même excellents, qui étaient écrits en anglais sur Google Maps. Tout était parfait. Il faut juste faire de bonnes recherches et prendre le temps de bien chercher. C'est vraiment ça. Sinon, il y a aussi les 7-Eleven, les Family Mart, les Lawson, tous les combini en fait. Il y en a partout, mais vraiment partout. Il y en a plus que les Starbucks aux États-Unis. Il peut y en avoir 4 sur la même ruelle. C'est fou. Et c'est ouvert 24 heures sur 24. Il y a littéralement tout ce que vous voulez. Que ce soit du café, des onigiri, de la bouffe déjà préparée, des snacks, des glaces. Les glaces, alors là, j'ai découvert une de mes meilleures glaces là-bas. C'est vraiment génial. Il y a vraiment de tout et c'est juste génial. Pour ce qui est des restaurants, souvent, certains restaurants auront des menus juste en japonais. Il faudra utiliser Google Traduction avec le téléphone, avec la caméra pour pouvoir traduire. Ça se passe très très bien en fait. Il y a aussi au Japon, une des choses les plus connues, c'est la street food. La street food au Japon, c'est vraiment quelque chose que vous allez retrouver partout. Tokyo, mais surtout Osaka. Je pense Osaka, c'est la ville de la street food. Il y en aura énormément, le quartier d'Otonbori. La bouffe est quand même différente selon chaque ville. Pour moi, la ville où on mangeait le mieux, c'était Kyoto. La qualité de la bouffe était supérieure. Le bœuf de Kobe, le Wagyu beef, c'était génial. C'était ma meilleure découverte, je pense. Et en plus, c'est pas cher. Quatrième point, les activités à faire au Japon. Il y a énormément de choses à faire au Japon. On ne peut pas tout faire en une journée, ni même en une semaine, ni même en 2, voire même en mois. Moi, j'ai essayé de caser le plus de choses que je pouvais faire en un mois, et j'en ai fait pas mal, mais il en restait encore plein d'activités que je n'ai pas faites parce que je manquais simplement de temps. Le plus gros conseil que je pourrais donner, c'est de réserver les activités en avance. Pourquoi en avance? Parce qu'il y a énormément de touristes au Japon, c'est pas quelque chose de nouveau, parce que les spots partent vite. C'est mieux de booker en avance ces activités, que ce soit sur Klook. Klook, je pense, c'est le site web ou l'application la plus utilisée au Japon. Ça marche très très bien, je l'ai utilisé. Klook, Kllook. De mémoire. J'ai utilisé Get Your Guide aussi qui fonctionnait bien. Et sinon, mais il y a le classique TripAdvisor, Viator et tout ça. Klook, je pense, c'est la meilleure. On peut réserver en avance. C'est génial. J'ai même acheté, je pense, mon pass pour Universal Studios là-bas, dessus. Pour liste des activités. Donc, j'ai fait le karting. Vous allez en voir à Tokyo, faire du karting en pleine ville. Disons que j'ai trouvé ça un petit peu overrated. C'était vraiment cool. L'expérience est géniale. C'est une expérience unique au monde. On peut en faire dans aucune autre ville du monde. Sauf que j'ai trouvé que c'était un petit peu cher pour ce que ça valait. Donc pour ceux qui se demandent, non, on ne peut pas rouler vite. On doit quand même respecter les limites de vitesse. On doit suivre un guide parce qu'on roule vraiment sur la rue. Donc je me suis fait doubler par un camion, c'est tout à fait tranquille. C'est considéré comme une voiture sur la rue en fait. Donc il faut aussi avoir un permis international dépendamment du pays où vous avez votre permis parce que là-bas on conduit à gauche aussi. Il faut prendre ça en compte et non pas à droite. Une autre activité très connue, c'est Team Labs. Je pense il y a deux. Il y a Team Labs Planet, il y a Team Labs Borderlands. Je ne sais plus laquelle j'ai fait. Je pense que j'ai fait Borderlands. Celle en tout cas où on marche dans l'eau pieds nus, tout ça. Honnêtement, j'ai trouvé ça aussi overrated, mais pour le prix pas si cher que ça, c'est acceptable, c'est pas mal, et je trouve que si vous avez du temps à perdre, entre guillemets, vous pouvez la faire. Mais ce n'est pas du tout absolument nécessaire à faire. Je dirais un bon 6-7 sur 10 pour Team Labs. Une autre des activités à faire que moi j'ai faite à Kyoto spécifiquement, c'est la cérémonie de thé, donc la Tea Ceremony. C'était très sympa. Il y en a plein qui vont être vendus très très cher, sur Klook par exemple, sur Get Your Guide. Mais cherchez bien, moi j'en ai trouvé une qui m'a coûté 40 ou 50 $, qui était excellente. Elle était dans un petit temple, avec une superbe vue, baie vitrée, sur un petit jardin zen. C'était génial. Franchement, ça vaut vraiment la peine. Ça par contre, c'était cool. Une autre activité que je conseille à tout le monde, et ça c'était une des très très belles découvertes, j'ai pris un cours de cuisine de ramen. Je l'ai pris en plein Tokyo, c'était en plein Shinjuku. C'était génial, ça aussi. J'ai dû payer 30 ou 40 $, donc ce n'est pas si cher que ça. Et franchement, on vous explique comment on fait un ramen, et je suis même amené moi à le faire et à le cuisiner. Pas jusqu'à faire la pâte ni faire le bouillon, mais au moins ça donne une très bonne idée de comment faire un ramen. Une des autres activités les plus connues, qui se passe à Osaka cette fois, c'est Universal Studios et notamment le Super Mario World. Donc tout le monde va spécifiquement à Universal Studios, non pas pour le parc lui-même, mais surtout pour le Super Mario World. Alors comment ça se passe? Il y a deux options. Soit vous vous pointez au parc très tôt le matin pour pouvoir booker sur place une session d'entrée au Super Mario World gratuite, mais je pense qu'il faut vraiment y aller vite et ça se passe donc c'est une heure très très précise à ne pas rater. Soit vous faites comme moi et vous payez un express pass qui coûte quand même un peu plus cher, qui coûte le double en fait c'est en extra au pass du parc, c'est un extra qu'on paye qui permet de skipper je pense 3 ou 4 activités
sans faire de queue et ça vaut vraiment, vraiment la peine. Et en plus, ça donne un accès à une heure spécifique au Super Mario World. À mon avis, ça vaut vraiment la peine de le prendre. C'est une fois que vous le faites, c'est pas tous les jours. C'est vraiment mieux de skipper des queues parce que j'en ai vu des queues de 160 minutes, 180 minutes, donc 3 heures de queue des fois pour des rides qui font même pas une minute. En vrai, ça vaut vraiment la peine de prendre le pass selon moi. Une autre activité cool à faire, très sympa, qui coûte pas cher du tout, c'était le Samurai Ninja Museum que j'ai trouvé à Tokyo. Franchement, j'ai trouvé que ça valait la peine. C'était très cool, on en apprend beaucoup sur les ninjas et les samouraïs de l'époque. Et en plus, il y a une petite activité sympa à faire. On peut jeter des shurikens. Il y a un petit concours de shurikens à la fin. Franchement, c'est sympa à faire. Une autre activité aussi qui se situe en banlieue de Tokyo, à 1 heure à peu près de Tokyo, c'est le Making of Harry Potter. C'est une copie des endroits où ils ont tourné tous les films de Harry Potter. Franchement, c'est très sympa, je ne m'y attendais pas. C'est assez long, ça dure 3 à 4 heures le tout, mais c'est très 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 sympa. Donc si vous êtes un fan, même si vous n'êtes pas le plus grand fan, ça vaut vraiment la peine, c'est très sympa. Et en plus, petit bonus, vous prenez un petit train à un moment donné, un train Harry Potter, où il y a la photo de Harry, Ron et Hermione dessus. Donc c'est vraiment ça. Une des activités les plus connues, allez voir le mont Fuji. Ça, vous ne pouvez pas rater ça, il faut absolument que vous faites ça. Moi, j'ai pas eu de chance, malheureusement. Je n'ai pas pu bien voir le mont Fuji. Je ne l'ai vu que très peu le matin, puis je ne l'ai plus vu parce qu'il y avait énormément de nuages. Bon, après, pour le mont Fuji, on ne peut le voir que 20 à 30 jours par année. Je vous conseillerais plutôt de réserver plusieurs journées en avance et d'annuler vos réservations jusqu'à ce que vous êtes sûr que vous aurez une journée ensoleillée pour aller voir le mont Fuji. Ça ne coûte vraiment pas cher, j'ai trouvé, à mon avis. Il y a des tours qui se font, des day tours, donc des tours pour la même journée où on partait le matin, vous rentrez l'après-midi, qui se font de Tokyo. C'est à 1h30, 2 heures de Tokyo. Honnêtement, c'est vraiment pas si loin. Ils vous emmènent à plusieurs spots photographiques. Donc je pense j'en ai fait 3 ou 4. Après, moi, j'ai pas pu le voir, mais sinon, en temps normal, vous le voyez très très bien. Et ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Ça vaut plus la peine que de louer une voiture et d'y aller, à mon avis, parce que ça coûtera moins cher, premièrement. Les tours sont aux alentours de 100 $, donc c'est vraiment pas si cher que ça. Et tout se fait très très bien en une journée, vu que c'est à peine à 2 heures de Tokyo. Une autre des activités que j'ai vraiment adoré à faire au Japon, et qui se passe dans pratiquement toutes les villes, c'est d'aller voir des cafés d'animaux. Les pet cafés, ils appellent ça. Je vais vous parler du premier que j'ai fait, c'était le Otter Café. Otter pour loutre. Je suis allé voir des loutres. Honnêtement, ce café m'a un petit peu déçu parce que premièrement, ce n'était pas un café, c'était juste un espace où ils gardaient 3-4 loutres et on se mettait au sol et ils lâchaient les loutres en liberté, entre guillemets, on pouvait interagir avec. Sauf que les loutres étaient très attachées au staff et je n'ai pas vraiment pu ni les toucher ni vraiment interagir, donc j'étais un petit peu déçu. Un autre café que j'ai adoré personnellement, c'était le Shiba Café. Je l'ai fait à Tokyo et ça, par contre, c'était génial. C'était pas cher, premièrement, c'était aux alentours de 10 ou 15 $ et on pouvait passer, je pense, 50 minutes avec 15 Shiba, une quinzaine de Shiba. Et en plus, on avait un café gratuit. Donc, c'était juste génial. Franchement, j'ai vraiment adoré. Et je kiffe les Shiba. Donc, en vrai, je conseille ça à tout le monde. Un des autres cafés qui est cool, c'était le café des hérissons, des hedgehogs. Ça, c'était très sympa parce qu'on peut pas voir ça partout. Et aussi, pareil, même concept. On a un café gratuit. On paye une quinzaine de dollars, voire même une vingtaine. On peut interagir avec des hérissons. Souvent, il y a d'autres types d'animaux aussi sur place. Et franchement, c'est vraiment cool. J'ai fait aussi le café des chouettes, les owls café. Très, très, très sympa. Il y a énormément de chouettes, je m'attendais pas du tout. Un petit peu triste parce que je me demande s'ils les laissent voler de temps en temps. Je ne pense pas qu'elles sortent de la pièce si souvent, donc c'était un petit peu triste à ce niveau-là. Mais il y en a quelques-unes qui ont pu voler dans la pièce, donc pourquoi pas. Donc franchement, c'était sympa aussi. On en apprend beaucoup de choses. Le dernier café que je regrette de pas pu avoir fait, et je suis un petit peu dégoûté pour ça, c'était le Capybara Café à Tokyo, le seul au monde où on peut voir et interagir avec des capybaras. Le seul problème, c'est qu'il faut se réveiller à 8h du matin, être sur le site web et réserver un spot pour la journée même. C'est la seule façon où on peut réserver un spot pour le Capybara Café et ça part en moins de quelques secondes parce que tout le monde veut aller là-bas. Donc c'est dommage, j'ai pas pu y aller parce que je n'ai juste pas eu le temps de bien booker mon spot et j'ai raté ça. Le cinquième et dernier point, le shopping. Le shopping, c'est quelque chose de vraiment, vraiment important à Tokyo, enfin au Japon surtout, je dirais, parce que on ne peut pas juste aller au Japon et revenir les mains vides. Moi, je suis allé avec une valise, je suis revenu avec 2. Ça, c'est le classique que tout le monde fait. Alors moi, ce que j'ai fait, j'avais emmené une petite valise, une grande valise, mais vide, que j'avais mis dans ma valise en allant au Japon. Comme ça, je suis rentré avec 2 valises pleines, avec toutes les choses et les souvenirs que j'ai achetés du Japon. Donc la première chose que tout le monde va vous en parler, c'est le Don Quichotte. Vous en verrez partout, il y en a dans chaque ville, il y en a un, voire même 2 dans chaque ville. C'est des gros magasins très 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 colorés où vous pouvez trouver tout et n'importe quoi, mais vraiment, il y a littéralement de tout. Je trouve ça génial comme concept parce qu'on peut tout trouver, sauf que j'ai trouvé que ce n'était pas si cheap que ça. Ce n'est pas très cher, mais ce n'est pas donné. Disons, je dirais que c'est moyen. Si vous avez plus de temps au Japon et que vous prenez plus de temps de chercher les mêmes choses ailleurs, vous les trouverez moins chères.
C'est ce que moi j'ai fait et au final, je n'ai pratiquement rien acheté du Don Quichotte. Un petit tips pour vous. Une autre chose qui est beaucoup moins connue, c'est des marchés aux puces. Il y en a plusieurs au Japon, notamment à Tokyo, vu que c'est là-bas où j'ai passé la plupart de mon temps. Il y en a un proche du Oi Race Course, je vous mettrai l'adresse en description, qui ouvre tous les dimanches ou tous les week-ends de mémoire. Et c'est vraiment un énorme marché aux puces où on peut tout trouver. Donc comme dans tous les marchés aux puces, évidemment, vous pouvez négocier. Donc pour vous donner un exemple, j'ai trouvé une peluche que j'avais vu au Don Quichotte qui était vendu à 50 $, que j'ai acheté à 5 $, donc 10 fois moins cher. Voilà, ça c'était juste pour vous donner un petit exemple. En général aussi, j'ai remarqué que la ville de Kyoto, c'était la ville la moins chère, en tout cas des villes que j'ai visitées. Donc si jamais vous avez du shopping à faire, je vous conseille vraiment de le faire à Kyoto, parce que pour moi, c'était bien moins cher. Et je vous conseille vraiment d'amener une valise en plus avec vous, ne serait-ce qu'un gros sac que vous pouvez facilement plier et ranger dans votre valise pour le ramener avec vous lorsque vous rentrerez du Japon. Le monde dit qu'il y a beaucoup de marches à prendre dans les métros et que c'est pas forcément facile de se transporter avec une, voire même deux valises dans les métros. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était très ok. Il y a même des ascenseurs, il y a des escalators. Ce n'est vraiment pas la fin du monde. J'ai préféré ça à avoir à payer un service de transport de valises. Honnêtement, même s'ils sont pas forcément très chers, je préfère avoir tout le temps ma valise sur moi et avoir les choses tout de suite avec moi que d'attendre je ne sais combien d'heures pour que ma valise arrive. Donc honnêtement, ça va, vraiment pas la fin du monde, les petites marches qu'il y avait dans le métro. Une autre chose que pas mal de monde va vous parler, c'est Nakano Broadway. Donc c'est comme une sorte de outlet où vous pourrez trouver plein de figurines usagées ou neuves et de cartes que vous ne trouverez pas forcément ailleurs. Sauf que le monde dit que c'est un outlet, mais les prix ne sont vraiment pas cheap. C'est assez cher, je trouve même. Ils essaient surtout d'arnaquer niveau prix parce qu'ils savent aujourd'hui que plein de touristes vont y aller pour acheter des figurines et notamment des Français. Vous allez croiser beaucoup de Français là-bas. Donc je ne vous conseille pas forcément d'acheter là-bas. Une des meilleures choses pour le shopping, j'ai trouvé aussi, c'est les book-off. Les book-off, c'est une sorte de chaîne. Il y en a plusieurs dans plein de villes. Il y en a à Tokyo, il y en a à Kyoto, il y en a même à Osaka. Et il y en a pas mal dans le même quartier, il y en a plusieurs aussi. C'est souvent de la vente d'objets usagés ou de figurines usagées. Pas tout le temps, mais c'est la plupart du cas. Et c'est souvent moins cher. Et vous pouvez trouver de très bons deals là-bas, donc je vous conseille fortement les book-off. Donc voilà, le voyage au Japon, pour moi, c'était un des meilleurs voyages de ma vie. Je vous le conseille très très fortement. C'était mon voyage de rêve. Il faut y aller pendant la bonne période de l'année. Je pense que si j'y retournerai en automne pour voir des couleurs différentes. Prendre en compte le décalage horaire, c'est important. Je dirais partir avec la bonne personne, c'est quelque chose de très très important parce que faut vraiment avoir un très bon ami avec qui voyager et partager la même passion pour la culture japonaise en fait. C'est vraiment ce qui rend le pays génial. Si vous allez seul aussi, mais il faut vraiment la vivre à fond cette culture. Je vous conseille de ramener plein de souvenirs avec vous parce que c'est génial et vous allez en ramener, ça j'en doute pas. C'est un voyage que je referai, ça c'est sûr. Je visiterai sûrement d'autres endroits si je referai le voyage, comme par exemple Sapporo au nord ou d'autres villes plutôt en campagne. Pour moi, l'itinéraire idéal c'est de faire Tokyo, Kyoto, Osaka, au moins ces trois villes. Vous pourrez rajouter évidemment Nara, Hiroshima. Hiroshima c'est un peu plus loin, mais c'est quand même cool. Miyajima, l'île de Miyajima à Hiroshima, c'était une de mes plus belles découvertes. J'espère que vous allez apprécier votre premier voyage au Japon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram ici. Vous pourrez voir tout mon voyage dans les highlights. À bientôt. Ciao.